Aujourd'hui, 6 octobre, journée internationale du cépage Monastrell. Monastrell, c'est un cépage qui fait la gloire d'une appellation qui s'appelle Jumilla, qui se trouve en Murcie. Mais c'est le même cépage qui a, à un moment donné, migré vers le sud de la France, d'abord, pour donner naissance au Bandol qu'on connaît, qui est un vin à très grande majorité de Mourvèdre. Et aussi, on l'a retrouvé aux États-Unis, en particulier sur certaines cuvées de Mourvèdre, bien que plus rares. Mais en tout cas, les deux pôles, on va dire, du Monastrell, c'est le Monastrell de l'appellation Jumilla et le Mourvèdre côté Bandol. Alors, Jumilla, c'est une appellation qui est sortie de l'ombre il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Il y a eu essentiellement deux acteurs, une famille vinicole qui s'appelle Juan Gil. J'ai eu l'occasion de déguster des vins de ce domaine-là. Et là, ils font des 100% Mourvèdre, alors que, effectivement, côté Bandol, c'est très rare de trouver des 100% Mourvèdre. Donc, ils font des 100% Mourvèdre et qui sont des vins qui ont aujourd'hui une renommée internationale. On parle de l'étiquette Plata, qui est l'étiquette argentée, qui est très connue aujourd'hui. C'est un des vins les plus vendus, un des vins espagnols les plus vendus de par le monde. C'est un vin très accessible et qui est vraiment super bon. Et sinon, donc, il y a d'autres cuvées de cette maison-là qui montent un peu en gamme. Et puis, il y a eu une autre personnalité qui s'appelle Jorge Ordóñez, qui est un négociant en vin et qui lui aussi a beaucoup fait pour le rayonnement de cette appellation Jumilla, qui aujourd'hui donne des vins vraiment magnifiques. Alors là, il s'agit non pas de Juan Gil tout seul, bien que ça fasse partie de la galaxie Juan Gil, mais d'une collaboration avec Jorge Ordóñez sur un vignoble qui est situé effectivement sur l'appellation Jumilla, où sont plantés du Monastrell. Et là, on va faire un peu d'infidélité au Monastrell avec du Cabernet Sauvignon. Et aussi avec Chris Ringland, qui est un grand vigneron australien dans la Barossa Valley, qui est une des plus belles régions de vin en Australie, et qui avait fondé un domaine qui s'appelle Three Rivers, qui aujourd'hui porte son nom, Chris Ringland, donc, et qui fait des vins parmi les plus beaux de l'hémisphère sud. Et donc là, la collaboration de ces trois grands faiseurs de vin a donné naissance à cette bodega qui s'appelle Bodega El Nido. Et là, cette cuvée, c'est la cuvée haut de gamme qui s'appelle Clio. Alors, je viens d'ouvrir le vin, je vais le déguster tout de suite à l'ouverture et je promets, je reviendrai pour le déguster. En fait, une des questions qui m'a été posée, est-ce que je bois seul et je partage en vidéo? En fait, une très très grande majorité des vins que j'ouvre sont des vins que je partage avec des amis, avec de la famille. Et pour moi, la notion de vin est une notion qui est étroitement liée au partage parce que les moments que l'on passe avec le vin sont totalement parfois métamorphosés par la compagnie que nous avons et les personnes qui nous entourent. Alors bien entendu, dès lors qu'il y a du monde et dès lors qu'il y a du brouhaha et dès lors qu'on discute, je me trouve personnellement moins concentré, moins happé par le vin. C'est pour ça que j'aime bien le déguster avant, d'où cette idée de faire une vidéo, bien que cette idée-là soit née avec la crise du Covid, avec l'éloignement physique, mais il n'en reste pas moins que ce moment de tête-à-tête avec un vin, à l'ouverture, est un moment que je privilégie, parfois même d'ailleurs pas à l'ouverture, je peux avoir ouvert le vin bien avant, mais en tout état de cause, nous sommes un vendredi soir et ce vin sera à table dimanche. Alors vous allez me dire, de vendredi soir à dimanche, il y a peut-être un risque, moi je ne pense pas. Voilà, donc j'ouvre cette bouteille. C'est la bouteille unique que j'ai dans ce millésime. Alors pour raconter l'histoire, au départ on trouvait facilement ce vin, maintenant ce vin est devenu de plus en plus difficile d'accès parce qu'il est très demandé, la production est quand même assez faible et du coup on vous propose dans le cas d'une caisse de 6 bouteilles. Ça permet effectivement de connaître d'autres vins du domaine, certains que je connaissais déjà, d'autres que je n'ai pas connus, et de la galaxie Juan Gil qui a
vignobles en Aragon, dans le Rioja même, en blanc et en rouge, donc on trouve un peu de tout. Et ce fleuron de cette caisse de 6 permet effectivement de bénéficier du plaisir d'ouvrir cette bouteille-là. Donc j'en ai qu'une, et si elle me plaît beaucoup, bah, pour en trouver une autre, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais bon, ainsi est la vie, en particulier sur les cuvées rares. Donc là, on est face à donc cette cuvée avec une étiquette très épurée et qui est née en 2002. Donc là, on en est au 17e millésime, donc sur un 2018. Et c'est une cuvée qui est, d'un point de vue assemblage, est une constante avec 70% de Mourvèdre et 30% de Cabernet Sauvignon, qui est effectivement la façon avec laquelle a été plantée cette parcelle. Alors, en général, et c'est le cas de cette année-là, elle titre à 16 degrés, donc ce sont des vins du sud, attention, on est vraiment dans le sud. On descend encore un peu plus au sud, on est en Andalousie, et là on va tomber sur d'autres types de vins, beaucoup de vins blancs, mais aussi les Jerez, et les Amontillado, et les Pedro Jiménez, etc. Donc là, on est vraiment à la frontière du nord du sud et du sud du sud. Voilà, on fait encore des vins rouges, même si on peut trouver quelques vins rouges en Andalousie, mais là, on est dans le dernier bastion. On est au sud de la région de Valence, où d'ailleurs est cultivé parfois le Mourvèdre, beaucoup plus d'autres cépages comme le Mencia, etc. Mais là, donc, on va attaquer sans plus tarder cette bouteille-là, qui pèse très lourd. Bien. Donc 2018, alors c'est un vin qui a été, je pense, sur le marché il y a 1 ou 2 ans, pas plus. Donc il y a quand même un long élevage. Puis ensuite, il y a la mise en bouteille au domaine avant d'être livré dans les mains du consommateur, des consommateurs. Donc voilà. Alors déjà, c'est une couleur très belle qui rappelle effectivement, pour ceux qui sont familiers, les mandoles style Pibarnon, Tempier. Alors des fois, les teintes peuvent être différentes d'une année sur l'autre. Là, c'est un vin plutôt sombre, mais pas trop sombre, avec une belle couleur et de beaux reflets. Alors, il sort de la cave, il est encore un peu frais, mais je préfère comme ça, parce que là, il doit être à peu près à 14-15. Et comme c'est un vin qui titre à 16 degrés, il ne faut pas aller au-delà 10 degrés d'alcool. Et c'est une petite allusion, parce que effectivement, au-delà, il risque d'être un peu chaud. Maintenant, tout dépend évidemment de la façon de faire le vin. Au nez, il y a beaucoup de cerises noires, un nez assez intense, assez présent, qui va alors à la fois sur du fruit noir, un peu de café, et on sent un tout petit peu l'élevage, on sent le côté vanillé. Je dirais, si on me bandait les yeux, on me présentait ça sans que je voie la robe, je serais presque parti sur une Syrah du Rhône-Nord. Avec un côté lardé cerise, un peu cassis, plutôt fruit noir, en tout cas un nez très ample et d'un côté fruité assez intense. Intéressant en bouche, parce que là, il est frais. Il est frais, je veux dire, il y a une certaine fraîcheur dans le vin, on sent pas de chaleur. L'alcool de 16 degrés, je ne sais pas où il est. En tout cas, il est vraiment
bien, bien enrobé par toute la matière. C'est une matière assez intense et une grande persistance en bouche. Là, je la sens encore, hein. Ça commence à baisser, vous voyez, plusieurs secondes. Et le côté fruit noir, une sorte presque de sirop de fruits noirs, une sorte de consistance assez douce, presque un peu sucrée, sans qu'il y ait de sucre résiduel, mais vraiment des notes douces de fruits noirs, et puis de, de café que je retrouve, café presque chocolaté. Avec un côté alors bien épicé, un côté menthe, côté poivre, et figurez-vous, je retrouve en fond de bouche des arômes que je retrouve dans une chartreuse. Alors comme j'en ai pas mal dégusté récemment, ce côté épices, parfois qui font penser à des réductions de fleurs, d'épices de type cardamome, parfois un peu de clou de girofle. Et c'est tout ça qui donne cette sensation au fond du palais de se réveiller d'un coup et de s'imaginer un court instant avec un brin, un petit extrait d'une chartreuse, et c'est assez frappant. Et ensuite, il y a cette fin de bouche qui est très réconfortante, qui a une certaine chaleur, qui n'est pas la chaleur de l'alcool, mais une chaleur de confort, et puis une fin qui est tout en, comment dire, en queue de pan, tout en pente douce, jusqu'à l'extinction des feux. Je vais reprendre une autre gorgée. Il y a quand même cet aspect de compoté de fruits avec une très légère acidité, comme si on avait aussi le goût d'une tomate confite sucrée, et tout ça avec des cerises, ce côté café, côté chocolat, et puis cette pointe épicée que je trouve superbe, qui mêle à la fois la menthe, mais aussi des épices qu'on peut retrouver dans les arômes en bouche de la chartreuse. Très beau vin. Donc je vous donne rendez-vous pour une nouvelle dégustation de ce vin dans un jour et demi, donc dimanche matin, en amont du déjeuner où ce vin sera servi à table. Et là, je pourrai effectivement vous le commenter et commenter l'accompagnement aussi. Voilà. À bientôt. Me voici donc un jour et demi après avoir dégusté la cuvée Clio des Bodegas El Nido. Et là, j'ai une deuxième bouteille que j'ai ouverte qui n'a rien à voir, que je vais avoir le plaisir de déguster aussi. Par contre, celle-ci à l'ouverture. Donc là, on va commencer par le Monastrell. Et donc le Monastrell Clio, à voir comment il a évolué pendant ces dernières heures, donc 36 heures on va dire en gros. Voilà. Alors, bon, le nez n'a pas beaucoup évolué. On a sensiblement la même aromatique. Il était déjà assez expressif. Donc là, peut-être un peu plus. Un côté poivré que je ressens plus. Et le côté cassis, mûr, fruits noirs est maintenant quasi dominant. Alors là, c'est assez étonnant parce que je trouve que tout ce côté légèrement chocolaté que j'avais trouvé
il y a 2 jours est beaucoup plus puissant. Et les tanins qui étaient quand même, je dirais, un tout petit peu rugueux, sont beaucoup plus poudreux et, et on les sent beaucoup moins, bien qu'ils soient présents. Mais ce côté très fort en chocolat, assez étonnant, donne une allonge au vin et une sorte de douceur. C'est sans l'amertume du chocolat, parce qu'un bon chocolat n'est pas amer. Euh, mais là, on est sur plutôt la douceur d'un chocolat assez intense. Et bien entendu, avec toute cette enveloppe de fruits noirs qui est évidemment très présente, avec une matière très structurée. C'est un vin d'une grande structure et une très belle allonge et une très belle fin de bouche. Il y a encore un peu de chaleur, même si l'attaque est très fraîche, mais après il y a une chaleur qui se développe et je pense que c'est un vin, ce côté un peu chaleureux va sans doute s'estomper, sans doute là, parce que j'avais refermé, hein, là, rouvert, à table, avec le repas, il va accompagner, alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais il va accompagner un bœuf bourguignon, je fais des essais, c'est un bœuf bourguignon, alors lui plutôt euh, très goûteux, c'est-à-dire avec une sauce extrêmement concentrée, donc on va voir ce que ça va donner, d'ailleurs, je n'ai pas utilisé de vin de Bourgogne dans la sauce, au contraire, j'ai utilisé un Montsant, qui est un vin de Grenache plutôt assez corpulent et assez costaud, pour justement, avec le fond de veau, donner euh, un combat que j'aime bien, moi, avec le vin. Bien, maintenant, et je vais faire un deuxième test aussi, qui est de goûter cette deuxième cuvée, le domaine des Closiers, les Coudray en Saumur-Champigny 2019. Alors, je voudrais préciser que le, le domaine des Closiers est un néodomaine de 15 hectares qui se situe évidemment en Loire, donc sur l'appellation Saumur-Champigny, qui a quelques cuvées de rouge et quelques cuvées de blanc, je pense que c'est 2 de chaque ou 3 de chaque. Et donc les 2 cépages, ce sont le Cabernet Franc pour le rouge, bien évidemment, et puis le Chenin Blanc pour les blancs, ce qui est tout à fait dans la logique des appellations. Et ce domaine a la chance de bénéficier de 2 immenses talents ligériens. D'un côté, Michel Chevret du domaine de l'Écotard, qui est en charge en fait de la vinification et de la conversion en bio du domaine. Donc un travail extrêmement important. Et le vieillissement est réalisé par euh, Nadi Foucault, qui est l'ancien du Clos Rougeard, puisque Nadi Foucault, après le décès de son frère, a donc décidé de vendre la propriété et maintenant est indépendant. Il est resté quelque temps dans la propriété, il a fait le relais et maintenant il est indépendant et donc il intervient comme consultant dans le vieillissement des cuvées et puis il se dit même que certaines barriques sont venues récemment étoffer les barriques du domaine des Closiers et elles proviennent du Clos Rougeard. Donc on a un peu de Clos Rougeard dans ce vin-là, on l'espère. Bien, donc cette cuvée, les Coudray 2019, donc a été mise en bouteille, je pense, il y a 1 an. Et il est intéressant de découvrir toujours de nouveaux domaines, surtout quand ils sont épaulés par d'aussi grands talents. Bien. Alors déjà, la couleur n'a rien à voir avec le Monastrell. C'est une couleur plus claire, même si à l'écran ça peut paraître plus sombre que ce que moi je vois. C'est une couleur assez claire. Au nez, c'est la framboise qui domine. Épices, poivrons, euh, confituré après agitation.
toujours sur la framboise confiturée. C'est un très joli nez, hein. Plein d'épices, c'est superbe. Alors, l'attaque est vraiment très belle, très très belle, très pure, et tout de suite sur le fruit, mais vraiment le fruit assez abondant, et avec des notes très légèrement épicées, euh, un très léger goût végétal, très léger, mais plutôt sympa. La matière est, euh, est très gourmande, très très gourmande, et, mais vraiment on croque à plein le fruit avec des tanins présents, une belle structure et finalement quand même une sacrée faim qui est assez persistante. Et tout ça avec une très légère amertume, mais à peine. Tout le reste est quand même assez corpulent, mais assez gourmand surtout, et très fruité. C'est un vin de plaisir, et c'est un vin qui accompagnera merveilleusement, je pense, mais de manière très différente, le bœuf bourguignon très particulier que j'ai cuisiné aujourd'hui. Et donc on fera un petit match entre le Monastrell et Monastrell Cabernet Sauvignon, et puis le lointain cousin du Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc. Voilà, santé et à bientôt.